Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma, séries et sans doute aussi un peu de famille ou de l'idée de la famille. Mon invité joue dans un film qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Regarde. Bienvenue, Audrey Fleurot. Merci beaucoup. Comment allez-vous ? Bien, c'est la rentrée. C'est la rentrée, donc il faut un petit peu se remettre dans le bain, comme les enfants quand ils vont à l'école. Mais ça va bien, ça va bien. Je suis très heureuse de venir parler de ce film. Je vous pose ma question un peu traditionnelle. Ça fait quoi d'être vous en ce moment ? Ça fait quoi d'être Audrey Fleurot ces jours-ci ? Elle vous dit c'est la rentrée, etc. Mais... non, là, j'avoue que c'est une rentrée qui est plutôt joyeuse parce que j'ai la visibilité sur mon année, des projets qui m'enthousiasment beaucoup et sur lesquels je suis coproductrice. Et ce nouveau rôle de productrice me plaît énormément. C'est-à-dire que ce qui me plaît, c'est d'être à l'origine des projets, de les suivre, de suivre toute l'écriture, de monter toute l'équipe. J'ai goûté un peu à ça avec HPI, où j'étais à un endroit d'intervention plus... dans lequel je ne m'étais jamais retrouvée auparavant. Et c'est vrai que c'est très excitant. Quand vous êtes actrice, vous arrivez un peu en bout de chaîne. Et là, d'être à l'initiative des projets, je trouve ça vraiment enthousiasmant. Donc c'est plutôt chouette là d'être Audrey Fleurot en début septembre là. Ouais, je suis très contente. C'est comme une nouvelle route, une nouvelle voie qui s'ouvre avec ces idées-là. Oui. Et puis je me rends compte que ça fait un moment que je fais ce métier et que j'ai eu la chance de faire beaucoup de séries, donc de tourner beaucoup en termes de nombre de jours. Je commence à avoir une expertise de pas mal de choses par le fait de tourner autant. Vous commencez à capter un peu tous les postes, comment tout ça fonctionne et à comprendre un peu plus l'envers du décor. Donc c'est assez chouette. Ce n'est pas qu'une expertise de vous-même. Évidemment de moi-même, parce que plus on creuse, parce que notre matière première, ça reste évidemment nous. Donc plus on la creuse, plus on se découvre. C'est très psychanalytique, hein, le jeu. C'est vraiment pendant un certain temps donné, vous avez la possibilité de mettre cette partie de vous qui fait peut-être que 10% de vous, vous pouvez la booster à 90%, et ça permet de se réguler. Je ne sais pas comment les gens font, tout le monde a des moyens de s'autoréguler. Moi, c'est vrai que le jeu, c'est beaucoup ça, quoi. C'est beaucoup pour exprimer plein de choses qu'on met un peu de côté ou dont on n'est pas très fier. Et puis là, dans ce laps de temps, vous avez la possibilité de le mettre en avant. De devenir autre chose, enfin de faire surgir quelque chose. C'est une séance de psy, en fait, en tournage. Oui, complètement. C'est pour ça que moi, j'adore tourner, mais au-delà du fait que ce soit mon métier, c'est l'endroit où je me sens le mieux, parce que je trouve que c'est pas facile d'être soi. Je trouve ça pas facile de n'avoir qu'une vie, de se dire que chaque décision en annule tout un champ de possibles. Qu'est-ce qui n'est pas facile dans le fait d'être soi ? C'est quoi c'est en tout cas, en ce qui me concerne, toute la fantasmagorie qu'on peut avoir sur tiens, si j'avais tourné à droite et pas à gauche, et tiens, finalement, si j'avais pris ce billet d'avion, et tiens, si... tout ce champ de possibles où moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à faire mon deuil de... ces différentes versions de moi que je ne connais pas. Donc le jeu me permet d'aller chercher ça. De ne pas renoncer, vous n'avez pas renoncé. Ouais, et puis je m'ennuie vite. Donc voilà. Je vous propose de regarder la bande-annonce de Regarde. Ouais. Et après, peut-être vous me direz quelle partie psychanalytique ça a dévoilé. Tout à fait. On regarde. Oui, mon doudou. Ouais, on est devant la porte avec papa là. Faut que je récupère ma planche. Le train est dans une demi-heure. J'arrive. Bisous. Oui. Enfin. Ah non, mais c'est toi qui l'emmène à la gare. Hein. Tu plaisantes, on avait dit que c'était toi. C'est bon, faut me laisser m'envoler un jour là, ça va. Laisse-le s'envoler. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Je sais pas, j'ai un truc bizarre avec mes yeux, mais... C'est une dégénérescence des cellules de la rétine. Ça s'opère ? Malheureusement, non. Mais il va pas devenir aveugle. Moi, je pars en vacances, en fait, en ce moment, là. Ça vous ennuie pas si on décale de quelques jours, j'en sais rien Chris, on peut pas faire ça. Juste 15 jours. Donc on va où? On peut aller au Brésil, au Mexique... Périgord, Puy-de-Dôme... Notre fils va être aveugle et toi, tu veux l'amener à Vulcania?
étriqué. Puis t'es radin aussi. Arrête de dire Putain, ça. mais je suis là aussi, moi. De toute façon, c'est mes vacances, c'est moi qui décide. Moi, je suis pas bichou, du coup. Ah non, papa Pichou. Eh, salut Papichou, ça va? C'est quoi cette histoire là? T'es devenu Miro? Oui, bon, ça va. Hein. C'est pas ton mec de l'été dernier? C'est trop dangereux dans ton C'est bon, état. papa, ça va. J'ai aimé votre fille, hein, passionnément. Mon côté rationnel, on va dire, et son immaturité, sa fantaisie plutôt. Ça marchait plus, quoi. Dis-moi chérie, t'as tout ce qu'il faut. Parce que sinon, je t'en file une. Maman, c'est un peu gênant, ça. Hein. Ok, bah, je posais juste la question, voilà. Mon grand amour, celui qui résiste autant. Ah non, mais nous deux... Oh, ta gueule, allez, mon grand amour. allez. Il va avoir besoin de nous tout le temps, hein, toute sa vie. Tu sais. J'ai peur. On veut qu'il se sente entouré. Et puis on voudrait qu'il emmagasine un maximum de belles images du monde. C'est qui? Bah, je crois qu'ils sont sortis ensemble l'été dernier. Attends, tu t'es en train de liker ces photos là? Ouais, il y en a deux, trois marrantes. Mais non, mais enfin, t'es sérieux? Personne ne fait ça. Vas-y, des likes. Des likes, je te dis. Des likes. Je le fais. Je me demandais quelle partie de vous aviez mis dans ce film. Est-ce que c'est la fan de Nirvana ou l'amoureuse contrariée? Ou tout à fait autre chose? Non, c'est une phase de la vie que je trouve intéressante quand les enfants commencent à grandir et que ça nous renvoie à quelque chose enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir 25 ans en fait. Moi plutôt 15. Oui, et quand je dis 25 ans, je pourrais dire 5, mais bon. Et c'est le monde, c'est l'extérieur qui vous fait sentir que, ah bah non, là maintenant vous êtes une dame, vous avez des responsabilités et tout. Et c'est beaucoup à travers les enfants en fait qu'on se découvre. Et moi, ça m'intéressait de creuser ça, ce lien avec l'adolescence, le deuil de sa propre adolescence, puisque elle reste un petit peu figée dans cette époque. Effectivement, l'amoureuse déchue. Le concept de la famille, comment réinventer la famille, comment faire famille, qui est quand même un sujet très contemporain et qui m'intéresse parce que je trouve qu'on est sorti un petit peu de plein de carcans et puis la famille se réinvente en permanence. Et donc effectivement, ce couple qui est séparé, dont on sent que fondamentalement ils étaient différents et puis le fait de la séparation fait qu'ils ont pris des chemins encore plus différents. Donc quand on les retrouve, on pourrait même se demander ce que ces deux personnes ont fait ensemble. Et en fait, ils vont être obligés de refaire famille pour aider leur fils qui vient d'apprendre cette nouvelle terrible. Et puis forcément, c'est intéressant comme actrice d'aller creuser quelque chose qui fait évidemment très peur en tant que parent, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on apprend un truc pareil, quoi. Est-ce que vous êtes allé chercher dans votre propre histoire adolescente? Oui, forcément. Encore une fois, on travaille qu'avec sa matière première. Après, moi, les yeux, c'est quelque chose qui me fait très peur parce que familialement, j'ai beaucoup de glaucome et ça a toujours été mon angoisse numéro 1 en fait, de devenir aveugle. Donc, moi, je m'identifie plus aux garçons. Hein, oui, parce que dans le film, c'est un couple séparé, dont le seul enfant, un adolescent, apprend qu'il est en train de devenir aveugle. Oui, et lui est un peu dans le déni et les parents se prennent cette bombe atomique et la question est qu'est-ce qu'on fait de ces derniers moments de vision pour lui. Le médecin nous dit qu'il faudrait mieux qu'il en profite pour s'adapter à l'après, et notamment à la canne, au braille, tout ça, et c'est la vie aussi de son père et elle est plus pour essayer d'engranger un maximum de beaux souvenirs, de belles images avant qu'ils perdent la vue. Voilà. Le film passe beaucoup de cette idée du drame à quelque chose d'un peu plus léger et aussi à quelque chose même de plus contemplatif, avec de grands plans sur les vagues, puisque
toute la famille se retrouve au bord de la mer pour faire du surf notamment. Oui, l'océan est vraiment un personnage important du film. Et puis, je pense que c'était très important pour le réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud de faire un film avec une très belle lumière. Parce que le film est lumineux sur un sujet qui est quand même très dur. Et c'était important que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on emmagasine aussi un certain nombre de très belles images. Donc c'est vrai que la lumière est très très belle. C'est quoi la différence pour vous, fondamentalement, dans votre jeu, et même quasiment dans le temps que vous passez, entre un tournage comme celui-là et une série qui prend beaucoup plus de temps? Quelle est la part de vous que vous sollicitez le plus? C'est-à-dire que les séries, on se retrouve à faire 10 minutes par jour, pour vous donner une idée, là où au cinéma, alors ça dépend quel cinéma, ça dépend de l'économie du film et tout, mais là par exemple on est plus sur 1 minute 30 par jour, donc c'est très différent, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment le temps de creuser, de chercher, là où en série, il faut produire, et c'est deux choses. Moi, j'aime aussi beaucoup travailler dans l'urgence parce que ça vous met dans un état de sollicitation permanente et de création permanente. C'est-à-dire qu'il faut être efficace, il faut chercher, il faut se balancer, il faut faire des trucs, quitte à ce que ce soit pas bien, parce qu'on n'a pas le temps de chercher. Donc il faut oser des choses très très vite, et donc c'est assez instinctif. Et au cinéma, le truc qui est agréable aussi, c'est vraiment de l'orfèvrerie, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire de la dentelle, et c'est agréable aussi quand vous êtes habitué à... Parce qu'en fait, quand on fait de la série, il y a quand même un truc... Il n'y a pas un soir où vous rentrez pas dans votre hôtel en vous disant... Merde, j'ai l'idée trop tard, quoi. Ah oui. Et donc le lendemain, vous recommencez? Le problème, c'est que tous les jours, on doit faire un peu son deuil de quelque chose parce que c'est tellement rapide. Mais le fait d'aller vite génère aussi des choses intéressantes. C'est-à-dire que dans le temps, on peut aussi se déliter. Donc c'est deux expériences différentes. Ça reste vraiment le même métier, mais il faut être très, très, très productif en série. Deux façons de renoncer, finalement. Ou de ne pas renoncer. Voilà. Je vous propose de regarder une image qu'on a trouvée sur votre Instagram, je crois. D'accord. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. On regarde. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, j'ai... C'est une série confinement, ennui, désœuvrement. Pas de maison de campagne à l'époque, donc... L'école à la maison, tout ça, le 1 km autour de la maison. Et je me suis lancée dans ça. Il y a toute une série comme ça d'affiches de films. Il y a Shining, il y en a plusieurs. Ça m'a amusé, ce petit endroit de créativité où je pouvais faire quelque chose. Ce sont des films qui vous fascinent. Le Dernier Métro, c'est un film qui vous a fasciné? Bien sûr. Et puis, je suis une hyperactive, donc j'ai du mal avec le fait de rester chez moi à rien faire. Ça devait être difficile. Et puis c'était particulier, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, dans un climat qui était quand même super anxiogène. J'ai pas réussi à en faire quoi que ce soit, là-haut, rétrospectivement... quand on sait qu'il y a un début, une fin et tout ça, il y a un vaccin et tout ça, on se dit, mince, j'aurais pu faire 1000 choses. J'ai fait ça. Vous avez fait ça? C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous propose d'écouter un peu de musique. Oui. On va écouter 1 ou 2 morceaux et puis on va voir si vous reconnaissez. Allez. On écoute un premier. Ah oui. Est-ce que vous reconnaissez? Oui, mais alors, est-ce que je... Bien sûr que je connais. Oh là là, aidez-moi. Alors, c'est la chanson qui ouvre le film. Ah oui, c'est ça. C'est les Pixies. Et ça s'appelle Hey. Oui, c'est ça, ouais. Ce que je me suis dit, je sais que c'est lié au film. Je pensais que vous alliez mettre la chanson du bar.
qui est assez... Psycho Killer des Talking Heads. Ouais. Qui est un morceau aussi très beau. Et j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup cette scène parce que c'est la seule scène où on peut raconter ce couple qui n'existe plus. Et c'est vrai que comme ils ont pris des directions tellement différentes, c'était important à un moment donné du film qu'on puisse retrouver cette connivence et cet amour qu'ils ont pu avoir. Et je trouve qu'en une scène de danse, on a réussi à... Ils se mettent à danser sur un morceau qu'ils ont entendu sur 20 lequel ans, ils avaient 30 ans dansé, auparavant. Au début de leur histoire, au début de l'amour. Oui, il y a un truc pavlovien quand on leur remet ce morceau, quoi. Il y a aussi un truc dans le film, c'est-à-dire qu'on entend ce morceau des Pixies, donc on est à la fin des années 80. Vous sortez du lit, vous avez un t-shirt Nirvana. Oui. Et puis plus tard, il y a ce morceau des Talking Heads qui est un morceau punk de 1977. Ça raconte aussi un peu quelque chose de vous, ces musiques-là, quelque chose d'un peu sauvage aussi. Oui, complètement. Et puis Chris a mon âge, donc Chris a grandi en même temps que moi, et elle est un peu bloquée. Alors là où moi je bloque quand même moins sur les enfants vous permettent, et puis même un intérêt global, une curiosité pour la musique fait que je reste pas bloquée sur ce que j'écoutais à 20 ans. Mais le fait est que ce qu'on écoute à 20 ans reste en vous. Ça vous détermine un peu. Oui, de façon fondamentale. Et donc voilà, le côté effectivement rebelle, un peu punk, moi j'étais en plein dedans. Je propose d'écouter un autre morceau. On va voir si ça... Où est-ce que ça nous ramène? Ah bah oui. Ça c'était il y a 20 ans. C'était il y a, je pense, plus de 20 ans. Je pense qu'il y a plus de 20 ans, c'est Sully Cécile. Sully Cécile. Et vous jouiez dans le clip? Et je jouais dans le clip parce que j'étais pote avec Sully à ce moment-là. Et qu'il cherchait une actrice pour son clip. Et qu'il n'en connaissait pas d'autres, quoi. Et comme on était potes, il m'avait demandé... Et moi, j'étais très flattée. Et puis j'ai toujours été très fan de la scène rap. Française? Oui. Ouais. Vous l'êtes toujours? Ouais, je le suis toujours. J'essaie quand même Ouais, je le suis toujours parce que ce qui est drôle, c'est que le rap est devenu la pop, en fait. Ça a pris vraiment... c'est rigolo. C'était... musique de sauvage qui est devenue vraiment le standard. Le standard, le mainstream, la musique de tout le monde. Il n'y a plus trop de pop même. Vous lui diriez quoi à l'actrice qui jouait dans ce clip aujourd'hui? Si vous la rencontriez j'aimerais qu'elle prenne confiance en elle un peu plus vite. Ah oui? C'est dur comme statut d'être actrice parce qu'on vous dit tellement que personne ne vous attend. Et c'est vrai, personne ne nous attend, qu'il y a beaucoup de monde et qu'il faut, surtout au niveau de l'image, correspondre physiquement à la fantasmagorie de l'autre, ce qui est quand même très inconfortable, quoi. On se met vraiment dans un endroit d'inconfort total et les acteurs sont quand même souvent des gens qui ont un manque de confiance en eux sidérant. Ou alors un excès de confiance, mais qui sont rarement au bon endroit. Vous me direz, dans la vie, les gens sont rarement au bon endroit de confiance en eux. Ouais. Mais c'est super agréable, les gens qui sont au bon endroit. Et là, moi, j'ai le sentiment d'être au bon endroit, mais le temps que ça m'a pris est vraiment... j'aurais aimé gagner un tout petit peu plus de temps. Il y a un moment où ça s'est... déclenché ou renversé, ce truc de se dire « Ah bah tiens, je suis au bon endroit » C'est un peu progressif, mais c'est vrai que le succès d'HPI m'a vraiment aidé parce que comme HPI, ça a été une intuition personnelle et que je me suis balancée un peu là-dedans avec juste ma conviction que ça devait être comme ça et pas autrement. C'était quand même un peu casse-gueule, quoi, parce que j'étais seule avec ma conviction. Donc c'est vrai que le succès de la série m'a vraiment donné confiance dans mon... jugement? Oui, dans mon jugement et dans mon instinct. Je trouve qu'on fait pas... on met vachement de temps aussi à faire confiance à son instinct. Donc voilà, les choses sont pas arrivées du jour au lendemain, ça a été progressif, mais voilà, il y a pas si longtemps,
J'avais l'impression qu'on me faisait un cadeau en me proposant du boulot, là où, a priori, non, personne ne vous fait de cadeau. Personne ne vous attend, mais quand même. Encore un dernier morceau? Allez. On écoute. Je crois que vous aimez bien ce morceau. J'adore. Oui, moi aussi. J'adore parce qu'on a envie de se lever. C'est quand même merveilleux. Il y a un truc de l'ordre de la magie. Bon, moi j'adore danser, hein, mais c'est vrai que les morceaux qui font qu'on a du mal à rester assis, ben c'est de la grâce, quoi, je trouve. Il y a d'autres morceaux qui vous font cet effet-là? Là, je suis à fond sur Théodora. Ok. Je la trouve absolument fascinante. Oui, non, heureusement, il y en a plein. Et il y en a plein dans des styles très différents. Mais c'est vrai qu'un morceau où vous avez du mal à rester assis, ça veut dire que ça travaille en vous, quoi. Il y a quelque chose assez cathartique. Ça vous rappelle des choses? Ou c'est juste de l'instinct, de la puissance? C'est de l'instinct, c'est de la joie, c'est le corps en mouvement, c'est un moment aussi qui n'est pas cérébral, qui est vraiment purement jouissif, quoi. Je vous propose de passer à une séquence peut-être un peu plus cérébrale, un petit questionnaire. Oh là, ok. Un questionnaire comme un questionnaire de Proust. Allez. Il y a des questions qui vont s'afficher. Ok. Et on voit ce que ça vous inspire. La première question va arriver. Votre vertu préférée? Je dirais l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui me... On n'est pas tous dotés du même niveau d'empathie. Et faire passer les autres avant soi, c'est pas du tout dans la nature humaine. Il y a vraiment quelque chose Et puis, il y a les gens qui vont totalement se faire bouffer justement par cette empathie en se mettant, en s'oubliant eux-mêmes, et ceux qui ne vont pas du tout réussir à se mettre à la place des autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine parce que c'est quelque chose auquel on est confronté au quotidien, et c'est quand même de la chimie du cerveau, quoi. Tout le monde n'est pas constitué de la même façon, et ça me... À partir du moment où on a conscience, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut quand même travailler, et qui me... Oui, enfin, je suis très chimie du cerveau en ce moment, ça me fascine, ouais. Je trouve qu'on sait beaucoup plus de choses. Par exemple, on sait beaucoup plus tout ce qui est de l'ordre du spectre, et de savoir que quelqu'un est dans le spectre. Moi, j'ai travaillé avec un réalisateur, et ben, on prend beaucoup moins les choses pour soi. On se dit, ah oui, d'accord, donc ok, c'est pas... Le fonctionnement avec il n'a pas les codes. Et à partir du moment où vous dites qu'il n'a pas les codes, donc c'est pas lié à moi. Il faut un petit peu se détacher. Pardon, hein, je pars dans des... Vous croyez aux esprits? Est-ce que je crois aux esprits? Je crois en ce qui nous fait du bien, quoi. Donc, si ça nous fait du bien de croire aux esprits, moi, ça me va. Ouais. La question suivante. Votre principal trait de caractère? La contradiction, je pense. Oui. Je pense que je suis tout en contradiction, mais j'en ai conscience, donc c'est déjà ça. Il y a mon être fantasmé et idéalisé dans un coin de ma tête, et puis il y a qui je suis réellement, qui n'est pas souvent à la hauteur de ce que j'aimerais être, mais... Non, parce que en même temps, je vous dis, j'aurais pu dire volontaire, je suis quelqu'un de très volontaire. Et puis pour plein de choses, je le suis pas. Ben voilà, c'est votre plus belle contradiction. Donc voilà, je suis très, très, très contradictoire, mais bon, j'essaye de faire avec. Très bien. La question suivante. Votre principal défaut? Je dirais l'impatience. Ouais. Vous le disiez tout à l'heure. Je m'ennuie vite, vous ennuyez. Je suis impatiente, j'aime quand en face
Ça va un peu vite. J'espère que je ne suis pas trop lent. Ça se passe très très bien. Ça va. Ça se passe très bien, mais et du coup, ça va avec une forme je pense, un peu pénible, quoi. Mais que je suis la première à subir. Hein. J'aimerais vraiment. Et puis ça va avec une intranquillité permanente. Voilà, j'aime quand c'est un peu rapide en face, quand c'est stimulant, et c'est pas toujours le cas. Et il faut avoir des ressources. Je vais essayer d'être un peu plus rapide alors. Il faut avoir des ressources en soi pour pouvoir pallier. Et je n'ai pas forcément ces ressources. La dernière question. Votre plus grand souhait à l'instant même? J'espère qu'il me reste beaucoup d'aventures devant moi, quelles qu'elles soient, mais moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de vivre des aventures. C'est les écarts, c'est de faire un maximum d'écarts, c'est aimer autant un restaurant gastronomique qu'un sandwich triangle sur une aire d'autoroute. C'est des rencontres, c'est des attachements, c'est des aventures artistiques, c'est vivre des choses intensément, et plus on gagne en âge, moins il y a de premières fois. Et je me souhaite encore beaucoup de premières fois, parce que c'est ce qui est le plus excitant, quoi. Je vous propose de terminer en regardant un petit message qu'on vous a envoyé. Allez. On regarde, on écoute. Alors je sais que quelqu'un de très important est entré dans ta vie récemment. Quelqu'un qui t'a valu quelques nuits d'angoisse cet été. Quelqu'un qui t'a valu quelques journées, ou en tout cas quelques moments d'angoisse sur le tournage d'HPI. Et je me demandais s'il allait te suivre sur le tournage que tu allais faire à l'étranger, bientôt. Bref, comment va Edmond? Alors, qui est très bonne amie, Alice Dufour, que vous allez bientôt découvrir dans Montmartre, redécouvrir dans Montmartre, qui est une série qui a l'air vraiment super. Eh bien, oui, j'ai adopté un chat. Et ben voilà. J'ai adopté un chat parce que, comment vous dire, en gros, je vis seule en Airbnb 9 mois de l'année. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de parler au mur, quoi. Et en fait, surtout les séries, beaucoup, notamment HPI, parce que j'ai beaucoup de textes à apprendre pour le lendemain, ça va quand même avec une vie de sportif de haut niveau, quoi. Les gens se rendent pas compte, mais en fait, je sors pas parce qu'on fait des séries, donc on fait des heures sup, et puis on rentre, et puis il y a les 2 heures de texte à apprendre du lendemain. Donc en fait, je suis dans une sorte de flux tendu permanent. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'un compagnon, quoi. J'ai besoin de... Et donc c'est un chat. Et donc, j'ai adopté Edmond. Très bien. Et oui, je vais emmener Edmond avec moi. Merci. Je n'ai pas eu le temps de vous demander du feu. Mais oui, j'en ai. Ce sera pour la prochaine fois. Bon, pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Merci pour cette conversation et à très bientôt. Merci. Et on se quitte sur un morceau que vous allez reconnaître. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation.